Il aurait été tellement plus simple de n'avoir pas célébré une journée des femmes. Tellement plus simple de se dire qu'on fête une journée de l'humain. Mais voilà, nous en sommes encore à nous battre, nous les femmes, pour avoir des droits, pour être égales, dit-on, de l'homme, et dire que humainement, on est tous égaux. Aujourd'hui, 8 mars, nous célébrons la femme. Autrement. Non, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut que l'on se parle pour se vider des rancunes et de la rancœur. Et se dire ce que l'on garde sur le cœur. Il faut que l'on se parle. Encore et encore. Même avec colère, même avec passion, même avec hargne et impatience. Il faut que l'on commence à l'instant même pour qu'un jour, l'on se parle avec respect. On est en 2022, on est encore à cette situation où l'on parle des droits de la femme, où la femme doit pouvoir faire les choses à égalité à l'homme, avec l'homme, qu'elle doit pouvoir sortir, travailler, tout ça, vivre sa vie sans qu'elle... Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous toutes qui êtes là, vous femmes qui vous battez encore, qui avez trouvé des traces de bataille, qui bénéficient aujourd'hui de travail qui ont été faits, de droits acquis? Et pourtant, on est encore à cette démarche-là. Qu'est-ce qui cloche? Les femmes sont cantonnées à des tâches déjà pour qu'elles soient préparées à être choisies par un homme. Je pense toujours à une petite phrase en préface du livre de cuisine de Denis Gaillard qui disait qu'une femme qui possède ses 10 doigts fait le bonheur de son foyer. C'est-à-dire on prépare d'abord les femmes à être que des servantes en fait de leur mari. Et pour ça, il faut que ça passe par les tâches ménagères, la cuisine, etc. Et les garçons, on les laisse loisir d'aller dehors, sortir, faire le beau, choisir les filles qu'elles veulent, enfin les filles qui veulent, etc. Et la femme doit attendre qu'on veuille bien venir la chercher. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dénonce aussi Marie dans son ouvrage Marie Vieux Chauvet, à mon colère folie. Il y a celle qui est considérée comme pas très jolie parce qu'elle a la peau noire et tout ça, enfin, c'est toute une partie aussi de toutes les discriminations que subissent aussi la femme. En plus, elle était femme, elle était noire dans une famille où les autres étaient un petit peu plus clairs de peau. Elle était la plus maltraitée parce qu'elle avait ça aussi. Et je pense qu'on peut changer les choses, on peut commencer à changer les choses à partir du moment où on commence à inculquer aux garçons aussi les mêmes choses qu'on inculque aux filles. Et inversement, aux filles, les mêmes choses qu'on inculque aux garçons. C'est pas déplacé, c'est pas humiliant de faire la vaisselle, aussi bien le garçon de la famille que la fille. C'est pas humiliant si le père donne l'exemple aussi d'aider sa compagne à préparer la table, à faire à manger, à faire les choses du quotidien. Aussi bien la femme peut faire aussi des choses qui... Voilà, on montre que dans une famille, on peut tout faire. Et je pense que dans la société, l'exemple qu'on donne à la famille rejaillit aussi sur la société. Et voilà. Pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, c'est aussi reconsidérer les métiers de ce qu'on appelle les métiers du care, les métiers de prendre soin de l'autre, qu'on attribue malheureusement beaucoup au féminin. Et de considérer ça, c'est du temps, un temps énorme, et c'est hyper difficile d'être à l'écoute de l'autre en fait, de prendre soin de l'autre. Quand certains hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont à l'écoute malgré tout, qui ont été éduqués d'une certaine manière qui fait qu'ils arrivent à être à l'écoute, on leur demande d'être à l'écoute à ces hommes-là qui n'ont pas été habitués à l'être. C'est un temps, c'est de l'énergie, ils sont épuisés quand on leur demande de faire ça.
Donc reconsidérer aussi tout ce qui est le fait de prendre soin de l'autre, de s'occuper, d'organiser aussi au sein du foyer, du logis qu'on bâtit communément entre deux êtres, hommes, femmes ou autres types de couples qui puissent exister. Et pour moi, effectivement, c'est très important à l'endroit de la conjugalité, de trouver un équilibre et c'est pour ça qu'il était important de lire ce texte de Melissa Beralus pour moi, parce que c'est aussi, c'est comme tu l'as dit, c'est un microcosme du macrocosme, la famille, voilà, la famille. Et du coup, à l'intérieur de ça, comment on réévalue nos rapports, ce qu'on appelle la charge mentale, comment on se repartage les tâches. Enfin voilà, effectivement, rien que dans la famille, déjà, il y a beaucoup de travail. Après, bien sûr, au sein de la société, plus largement, il y a énormément de travail à faire, parce que au niveau des salaires, on n'est pas considéré de la même manière. Moi, il y a quelques jours, là, j'ai été dans un projet, j'ai constaté que mon partenaire, qui avait une partition un peu plus conséquente que la mienne, était payé 4 fois plus que moi. Après, il était passé par une agence, mais enfin, tu dis quand même 4 fois plus. Tu dis, enfin, il avait peut-être 10 répliques de plus que moi, mais moi j'avais une présence qui était haute, qui était face caméra, et j'étais là, c'est humiliant quoi. Enfin, on en est encore là. Il faut encore que moi j'allais dire, excusez-moi, il y a un petit problème là. Et qu'après on me dise non, mais les contrats ont déjà été édités, donc c'est ça en fait. Ça se passe encore aujourd'hui et les problèmes sont de cet ordre-là. Et c'est à ces endroits-là où, tant qu'on peut, même si budgétairement c'est compliqué, essayer d'équilibrer les choses un maximum. C'est compliqué, hein, ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais si on se donne pas la peine de le faire, ça va jamais vraiment évoluer, quoi. C'est quand même extraordinaire, on n'a toujours pas la réponse. Hein. Moi, pour revenir à ta question, je pense que de toute façon, la réponse, elle est évidente. On est dans une société patriarcale. On a été éduqués, on a reçu une éducation judéo-chrétienne. Et si on revient à cette histoire de christianisme, la Bible et tout a commencé comment? Dieu, il a créé, je sais pas si c'est voilà, le connard, s'il a vraiment créé Adam avant, mais il a créé Adam, il a pris une côte d'Adam, puis après, Ève, elle doit enfanter. Je pense que si on essaie de revoir cette histoire de Bible qu'on a, voilà, qu'on a dès le berceau commencé à mettre dans notre tête, on peut déjà commencer à comprendre comment ça s'est formé, cette histoire. Parce que c'est tout ça qui, après, a forgé toute la société, toutes les sociétés qui ont évolué, qu'on a maintenant. Donc, Ève, elle est là pour enfanter, l'autre, il est là pour aller chasser, et pour... non, on va même pas parler de ça, s'il te plaît. Et puis l'autre, il doit aller chasser, genre... tu vois, déjà, ils ont formé... ils ont classé les deux genres, deux sexes, déjà là. Donc, on est dans une société patriarcale, ça a toujours été ainsi. À un point tel que même nous, les femmes, des fois, on reproduit beaucoup de ces comportements liés au patriarcat. Quoi. On peut même pas y échapper. Des fois, tu t'étonnes de voir que ah merde, je viens de reproduire un truc que je reproche en fait aux hommes de faire, que je reproche à la société parce qu'elle est trop axée sur voilà, les hommes ils sont comme ça, c'est eux qui ont le contrôle de tout, c'est eux qui disent comment ça doit se passer, et c'est eux qui ont la majorité, genre ils travaillent, ils touchent plus de salaire. Si dans un projet il y a, même s'il peut avoir, sur un projet il peut avoir 15 femmes et puis il y a 3 hommes, c'est sûr que je sais pas, il y a toujours un truc, ils gagnent toujours, je sais pas comment. Okay. Ils trouvent toujours le moyen de gagner parce que la société a été formée ainsi pour leur permettre d'avoir toujours raison, de toujours gagner, de toujours être en premier. Puis après, nous, on est toujours là à demander un truc qui normalement devrait nous être attribué, genre, devrait être sur la même balance, quoi. On est... Voilà.
Alors, on demande les femmes, nous demandons l'égalité en tout. Parce qu'humainement parlant, nous sommes égaux. Nous sommes égaux en tout. Même des études qui ont été faites pour savoir est-ce que le cerveau masculin fonctionne pareil que le cerveau féminin. Finalement, on a le même cerveau, n'est-ce pas, Yuiko? J'arrive pas à croire qu'ils ont fait des études pareilles. Justement, ça renvoie aux études qui ont été faites sur les questions de race. Exactement. Pour regarder si les cerveaux des blancs étaient de la même proportion, s'il n'y avait pas si les noirs n'étaient pas... Les Africains, mon Dieu, c'est... Bref, revenons à toi. Alors, l'homme a sans doute besoin de prouver, de comprendre, de disséquer, parce que cette bataille existe depuis bien longtemps. Mais alors, si on se bat, on dit on a besoin de ces égalités-là qui nous échappent. Comment comprenez-vous, alors je suis désolée de vous, même toi Yoko, tu vas nous dire aussi, comment comprenez-vous qu'on en arrive à une journée, je ne dirais pas journée de la fête de la femme, parce que sinon, il y en a qui vont réagir, qui vont sortir les griffes, mais comment expliquer qu'aujourd'hui, nous les femmes, après toutes les batailles qui ont été menées, je le dis bien, depuis des siècles, par des femmes pour arriver à avoir des droits à cette liberté en tant qu'être humain, comment accepter aujourd'hui qu'on célèbre une journée internationale des droits des femmes, sans rentrer dans le jeu de « je ne suis pas égale ». C'est juste symbolique. Après, les symboles sont importants. Moi, personnellement, cette journée, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, au début de l'émission, on en parlait. On a oublié que c'était Journée internationale des droits des femmes. Enfin, on ne sait même pas bien dire le titre de cette fête, on va dire. Mais c'est symbolique. Il faut peut-être des journées comme ça pour rappeler, pour organiser des manifestations, pour que des femmes puissent prendre la parole, parce que international, c'est dans le monde entier. On n'a pas la même situation en Haïti qu'ici en France ou que dans d'autres pays du continent africain ou en Asie, etc. Donc c'est juste symbolique, je pense. Après, d'autres femmes qui sont beaucoup plus politisées et militantes, pour elles, c'est très, très, très important parce que si on n'a pas ça, eh bien peut-être que on va oublier à quel point c'est important. Même si tu parlais d'égalité, tu disais que les femmes voulaient l'égalité. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme quémander en fait quand on dit qu'on veut l'égalité. Alors qu'en fait, c'est une évidence. Oui, on veut l'égalité en salaire, on veut l'égalité en plein de choses, et je vois pas pourquoi les femmes devraient quémander. On dirait qu'aujourd'hui c'est honteux de dire qu'on veut l'égalité parce que on est dans on parle beaucoup de féminisme, de tous ces débats, et c'est vrai que c'est difficile. Et ce que tu disais sur le fait que les femmes reproduisent justement des choses qui ont été instituées par le patriarcat, peut-être que c'est ça aussi qui cloche dans ces combats féministes, et c'est que nous les femmes, c'est nous qui faisons partie prenante quand même de l'éducation de nos garçons, beaucoup, même si les hommes aussi le font, pas tous les hommes, mais des hommes le font aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à reproduire ce schéma, et c'est peut-être une sorte d'aliénation, je sais pas, ou c'est peut-être des femmes le veulent, voilà. Certaines femmes ont envie d'être femmes parce qu'on leur a dit que le rôle de la femme c'est de faire à manger, de servir son homme, il faut se marier, et d'autres sont allergiques à ça. Mais moi, ce qui me semble un peu... Je me suis toujours posé la question quand je suis petite. Moi, j'observe dans ma famille, on est des familles de femmes, en Haïti, il y a beaucoup de familles de femmes, et tout ce qu'on dit aux filles d'un point de vue moral, et puis ce qu'on nous apprend, il faut être potomitan, on nous dit mettre femme sous. Moi, c'est comme ça que je me suis construit. Je ne sais pas si je suis féministe, mais en tout cas, toutes ces questions-là m'intéressent. Et c'est comme ça que moi, je prends le sujet, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, dans mon intimité, dans mon rapport aux hommes, et aussi avec mes camarades, mes sœurs, pour que nous puissions nous organiser et être libres, quoi, pas nous emprisonner nous-mêmes. Voilà. Après, je voulais ajouter, c'est que je pense que il est beaucoup plus facile de reproduire ce schéma-là parce que ça ne demande pas un effort particulier, parce que vous avez été construit ainsi.
vous reproduisez le même schéma, voilà. Après, faire le contraire, c'est ce qui exige au contraire un effort pour se défaire de la façon dont on a été construit en tant qu'être social. Et voilà, je pense qu'une journée pareille, ça permet de réfléchir sur la situation, parce que il y a quelques acquis, certes, mais on voit à quel point qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Il suffit qu'un individu, c'est pas un changement de régime politique, ça je ne l'ai pas inventé, je crois que Simone de Beauvoir, il en a parlé. Et voilà, on a vu, il y a tellement d'exemples. Là, par exemple, on est en période de campagne électorale en France, on a vu qu'il y a des gens qui arrivent, qui vont mettre en question certaines choses, alors qu'on est en France. Et voilà. Et puis, moi je crois, même si après même on est encore en période de pandémie, on a vu que certains métiers, toi tu en as parlé, les métiers du soin, on voit que la majorité des gens qui sont en première ligne, ce sont des femmes, parce que pourquoi ce sont des femmes? Parce qu'il existe des métiers qui sont sous-payés, qui sont pas trop considérés, et puis ben voilà, et on en fait peu de cas. Et franchement, je pense qu'à tous les niveaux, une journée consacrée à cette cause qui reste quand même encore un idéal, quand on parle d'égalité, de droit à tous les niveaux, quand on parle de justice sociale, c'est encore un idéal à poursuivre. On n'est pas encore... Oui, c'est un idéal. On est vraiment très très loin quand on parle d'égalité, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est vraiment... On est très très loin. C'est un idéal, il faut se battre, et je pense que ça nous rappelle à quel point ça nous permet de réfléchir ensemble, de faire le pas, de consolider nos forces, de réfléchir à nous et à notre place dans cette société, à mon avis. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu as dit que c'était un symbole, cette journée, ça m'a dérangé un peu, parce que je me dis, mais en même temps, c'est des faits. Il y a une inégalité qui est là, et c'est pas juste un symbole en fait, c'est concret. Mais je vois ce que tu veux dire par symbole. Ça réunit des pensées par rapport à la condition, les conditions féminines. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, je trouve ça important comment dire, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, mais de reconsidérer notre vision de la femme et de nous-mêmes, de nos corps aussi, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on a eu tendance à ce que les corps féminins, les corps féminins soient appropriés, enfin, soient considérés par d'autres, et que ça soit même dans l'audiovisuel, dans les pubs qu'on voit dans la rue. Il y a une objectification du corps de la femme. Il y a même quand un corps féminin se trouve être une femme politique, par exemple, on la renvoie à sa corporalité à chaque fois. Je trouve qu'il faut changer nos regards par rapport à tout ça, en fait. Même par rapport au corps féminin, et aussi ce que ça implique sensuellement, même physionomiquement. C'est-à-dire, moi je me souviens quand j'étais petite, là où j'ai grandi, on considérait que le plaisir féminin c'était sale, c'était mal vu, et tout ça, pour moi c'est lié, c'est des reconsidérations, une revalorisation aussi à sa juste valeur, sans non plus, parce que pour moi mon féminisme c'est être les égaux des unes et des uns en fait, et donc reconsidérer la pensée féminine et le corps féminin, revaloriser tout ça à sa juste valeur. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons et des mauvais partout, hein. Il y en a de partout en fait, des gens bons et mauvais, ou intelligents ou malsains, ou enfin voilà, enfin, dans le sens pas bienveillant, mais voilà, juste considérer les choses à leur juste valeur. Après, je crois que surtout, c'est pas forcément de la bienveillance, mais c'est surtout le respect.
je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. Il y a une dimension un peu facultative dans la bienveillance, la gentillesse et tout. On aime ce qu'on n'aime pas, c'est un peu, voilà, on fait ce qu'on veut. Si on est gentil ou pas, ben, c'est un peu, voilà, c'est une affaire un peu privée, personnelle, mais le respect, donc il y a une obligation, donc il y a des contraintes, et voilà. Oui, je pense que l'important, c'est que les femmes choisissent par elles-mêmes ce qu'elles veulent faire, parce que travailler à la maison, c'est une valeur aussi. Faire les ménages, s'occuper des enfants, si on fait vraiment sérieusement bien, c'est pas du tout facile. Il y a une responsabilité. Et peut-être c'est aussi difficile que travailler dans les bureaux, je sais pas, dans les entreprises. Mais c'est chacun de décider par soi-même la valeur de ce qu'on fait. Il ne faut pas que d'autres membres de famille disent que voilà, il faut faire ça, faire ça. Ça, c'est pas correct, je pense. Cette histoire de lutte des droits de la femme, ça reste pas seulement dans la question de salaire, de profession et tout, ça va aussi dans ce sens-là, ça va dans le sens où c'est à la femme de décider ce qu'elle veut faire de sa vie, de son corps, et pas à l'autre de le déposséder comme ça et de dire que tu es femme, tu es née déjà pour le plaisir de l'homme. Genre plaisir, le ventre et le bas-ventre, quand on nous l'a souvent répété de nos familles haïtiennes, là on connaît très bien cette expression, mais voilà, c'est à la femme de décider ce qu'elle veut faire. En dehors du fait que nous parlions des choses qu'on nous imposerait, est-ce que ce n'est pas tomber dans un piège que en fait, les sociétés, toutes les sociétés d'avant et d'aujourd'hui ne sont-elles pas prises au piège de cette surprotection? Parce que j'ai comme l'impression à entendre, à essayer de comprendre que les femmes restaient à la maison, les hommes vont aller travailler pour amener la maison, pour amener à manger à la maison, elles s'occupent des enfants. Est-ce qu'il n'y avait pas à la base une sorte de protection qui devient une surprotection et qui arrive à une sorte de dévalorisation de la femme finalement? Parce que vous avez tout dit, les femmes, oui, quand on éduque les enfants, les garçons peuvent aller dehors, peuvent faire ceci, les filles rester à la maison. N'y a-t-il pas une sorte de piège là-dedans qui a fait qu'on a ces sociétés-là qu'on a aujourd'hui? Mais protection parce qu'on considère que la femme, elle est fragile, elle est faible, donc il faut la protéger. C'est la question on revient à la question c'est le sexe faible, tu vois. Donc, et pourtant, oui, si je peux me permettre, si on prend le cas d'Haïti, la femme haïtienne, on ne peut pas dire que c'est une femme faible. C'est la femme qui porte, c'est la femme haïtienne, on voit dans la paysannerie, c'est la femme haïtienne qui porte l'économie du pays sur ses épaules. Mais Madame Sarah, les femmes des agriculteurs, elles se lèvent à l'aube pour porter sur leur tête des kilos qu'ils ne peuvent même pas, en fait, qui sont supérieurs à leur poids, pour aller faire des kilomètres et des kilomètres, pour passer une journée entière à vendre 2-3 petits trucs pour pouvoir faire de quoi nourrir la famille, payer l'école des enfants, parce que c'est les femmes aussi qui portent l'éducation des enfants. C'est grâce à leur travail que les enfants sont à l'école. Je parle dans la majorité des cas, parce qu'on a un pays essentiellement paysan aussi. Et ce sont les femmes qui portent. Les femmes élèvent leurs enfants toutes seules, parce que les maris, la plupart du temps, font les enfants et ils se cassent. Ils vont ailleurs, ils vont à l'étranger, ils vont à la ville, ils vont chercher d'autres femmes. Ou ils sont là, ils ne sont pas là. Ou ils sont là. Ils sont là pour être le super fautard, sans vouloir taper sur les hommes. Mais c'est le constat, c'est que les femmes haïtiennes, beaucoup de femmes élèvent leurs enfants avec leurs sœurs, qui sont aussi des femmes seules. Et les enfants sont élevés et avec d'énormes sacrifices, parce qu'elles travaillent très très dur pour permettre aux enfants d'avoir une éducation et pouvoir continuer plus tard. Mais n'empêche, elles ne veulent pas que leurs filles subissent la même chose qu'elles. Donc du coup, elles les surprotègent en leur disant, voilà, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas aller chercher des hommes, il faut rester à la maison, il faut attendre qu'on vienne te chercher, il faut surtout être modèle, il faut surtout être jolie, il faut toujours te soigner, être bien apprêtée pour que tu sois, que ton mari soit fier de toi, etc. etc. Donc, et tout ça, c'est nous les femmes aussi, nous devons nous questionner là-dessus. Jusqu'à quel point on va continuer à
à faire perdurer cette forme d'éducation qui, on en est aussi un petit peu responsable, malgré tout. Est-ce qu'il y a un féminisme, est-ce que le féminisme qu'on prône aujourd'hui est adaptable à des endroits? Est-ce qu'il y a un féminisme? Est-ce que le féminisme occidental peut s'adapter au féminisme qu'on va retrouver, en fait, en tout cas au combat des femmes qu'on va retrouver en Haïti ou en Afrique ou sous d'autres cieux? Au Japon, par exemple, est-ce que c'est les mêmes combats? Est-ce que c'est les mêmes aspirations? Est-ce qu'il y a un féminisme? Et puis, est-ce que s'il y en avait qu'un, est-ce qu'il serait adaptable à toutes les sociétés, sur tous les cieux? Les femmes ont besoin aussi de vivre leur féminisme adapté à leur moyen d'existence, à leur façon de vivre aussi. En Haïti, ce n'est pas la même chose. En Haïti, on a besoin que les enfants, les filles, dès leur plus jeune âge, aillent à l'école au même titre que les garçons. Par exemple, en France, on n'a pas ce problème. On l'avait pourtant. Oui, si, on l'avait. Non, mais je dis qu'on l'a plus. On n'a plus ce problème en France. Les enfants, l'école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants à partir de, même maintenant, de 2-3 ans. Ils peuvent accéder à la maternelle, à la crèche, etc. Les parents peuvent se libérer pour aller travailler. Et en Haïti, l'école est soi-disant obligatoire, mais les parents n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école. Donc quand ils ont à choisir, ils choisissent le garçon. Et pourquoi ce choix, Chantal? Pourquoi ce choix du garçon? Pourquoi pas les deux? Tout le monde ne le fait pas. Ouais. Tous les parents ne le font pas. Ouais. Il y a des parents qui essayent de le faire. Mais en général, dans beaucoup de familles, ils préfèrent privilégier le garçon. Parce que aussi, dans leur tête, le garçon pourra toujours, avec ce qu'il a, travailler et aider la famille. Et la fille, alors? Il aura aussi la fille, eh bien, il aura peut-être, la fille trouvera un mari, peut-être qui prendra en charge. C'est un faux problème parce qu'on donc nous alimentons aussi quand même cette inégalité. Oui. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce problème soit résolu aussi. Mais c'est un problème social, politique aussi, dans la mesure où c'est à l'État de faciliter ces choses-là, de faciliter le fait que dans une famille, on n'ait pas à choisir de soigner tel ou tel enfant ou de donner à manger à tel ou tel enfant, parce que souvent aussi les garçons ont le morceau le plus gros. La viande, on va donner ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Donc dans plusieurs aspects, les garçons sont privilégiés. Et c'est pas parce que la mère elle est méchante, hein. C'est juste parce qu'elle s'est dit plus tard, comme c'est souvent les femmes, c'est pas parce que les parents sont méchants, c'est juste que ils sont confrontés à des choix très difficiles et ils se disent, bon, on réfléchit plus tard, on choisit plutôt d'envoyer le garçon à l'école parce que lui, après, il pourra travailler, il pourra aider la famille, il pourra peut-être aider les petites sœurs, les petits frères. Mais là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Chantal a dit c'est souvent les femmes qui prennent ces décisions. C'est souvent les femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes d'une certaine manière qui tiennent, et ça tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne, la société, particulièrement la société haïtienne. Et on peut aller plus loin parce que il y a ce dicton qui dit derrière tout homme puissant, il y a toujours une femme. Alors, à quel moment le patriarcat prend toute la place? Est-ce que sommes-nous dans une société vraiment patriarcale? Ou du moins, est-ce que les femmes se déchargent pour continuer à exercer dans l'ombre, hein? Est-ce qu'elles aiment l'ombre? Je ne sais pas. Parce que c'est pour survivre. Quand on a une famille à nourrir et qu'on doit décider qui a le plus de chances de bien fonctionner dans la vie, c'est tout à fait logique dans une société patriarcale de favoriser un garçon qui n'aura pas à faire face à une grossesse, être jeune père, voilà, parce que si par hasard il engrosse une jeune femme, très probablement il n'aura pas élevé l'enfant. Il va être favorisé parce que c'est une société patriarcale, donc s'il y a des emplois, les études. Donc c'est vrai que c'est les femmes qui perpétuent certains stéréotypes, mais c'est aussi parce qu'on est dans des carcans et quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens et aussi beaucoup d'horizons, c'est pas forcément facile de faire des choix très long terme qui vont, on va dire, favoriser les générations de femmes après. On va penser court, moyen terme et comment on va s'en sortir là tout de suite avec l'aîné qui va aider et envoyer de l'argent des États-Unis, de la France ou d'ailleurs.
je pense. Mais j'ai l'impression depuis tout à l'heure qu'on parle que c'est que la responsabilité des femmes quasiment, cette histoire de patriarcat. Et la responsabilité des hommes, elle est là-dedans. Enfin, pour moi, c'est comme dans tout en fait. On est toutes et tous responsables en fait. Et là, il y a pas que aux femmes de prendre en charge, de prendre leur place. En fait, je dis pas dans la formulation donner la place à, il y a aussi un truc problématique, mais je veux dire, c'est un truc commun quoi. Il faut quand une femme, par exemple, tout à l'heure, Chantal, tu parlais de les femmes haïtiennes qui ont été politiques, enfin voilà. À un moment donné, on critiquait leur vie intime, on les décrédibilisait. Ça, déjà, c'est un moyen de ne pas leur donner accès. Et donc, c'est pas que aux femmes, pour moi, de prendre leur place ou de... Bien sûr que non, les femmes n'aiment pas l'ombre. Enfin, il y a peut-être certaines femmes qui aiment être... enfin comment dire, pas être forcément en lumière, mais je pense qu'on est comme les hommes constitués de plein d'envies, plein de sentiments, plein de choses en fait. Et du coup, pour moi, les hommes aussi doivent re-questionner leur manière de concevoir la place des femmes, accepter aussi de repartager ce à quoi ils ont pu avoir accès, de trouver un terrain d'entente là-dedans. En fait, c'est pas que de la responsabilité des femmes pour moi. Comment ça se passe? Pour répondre à ta question sur les féminismes ou le féminisme, on sait qu'il existe des féminismes. Après, le féminisme a quand même une définition. Mais je ne pense pas qu'il y a une importation du féminisme occidental en Haïti. J'ai l'impression que si on parle comme ça, c'est comme si les femmes haïtiennes n'avaient jamais été organisées politiquement. Peut-être que le féminisme occidental, il est beaucoup plus mis en avant et que c'est celui-là qui est considéré voilà, comme universel. On parle aujourd'hui de féminisme blanc, on parle d'afroféminisme, mais je crois que depuis l'occupation américaine en Haïti en 1915, les femmes haïtiennes, notamment les femmes bourgeoises, classe moyenne, elles se sont organisées politiquement en sections pour donner des cours à d'autres femmes. Donc il y a quand même une organisation politique féministe. Après... je trouve que non, je pense pas qu'on devrait parler d'importation. Après, c'est différent parce que effectivement, en Haïti, la femme noire, pas qu'en Haïti, même aux États-Unis. Je vais partir des États-Unis parce que aux États-Unis, une femme blanche pouvait avoir une esclave, donc une femme noire, posséder une femme noire. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de féminisme au pluriel. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui rapproche toutes les femmes entre elles, qu'elles soient en Haïti, en Asie, en France, etc., c'est quand même cette lutte pour l'égalité, pas l'égalité totale, mais ce que disait notre camarade, cet idéal, lutte pour l'égalité, pour aller à l'école, pour avoir un salaire décent, pour... voilà, comme l'homme, quoi. Donc ça, je pense que c'est le féminisme dont on parle généralement. Après, en Haïti, bien sûr, il n'y a pas les mêmes besoins. Il n'y a pas les mêmes besoins qu'en France. Tu rappelais que les petites filles, elles n'ont pas à l'école. Oui, comment ça se fait qu'on priorise un garçon qui va à l'école et pas une fille? Moi, je parle de mon expérience personnelle. D'une mère, j'ai été élevée par une mère qui savait ni lire ni écrire. Et après, c'est quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne savais pas lire et écrire? Elle m'a pas dit que c'était son père qui lui a dit non, tu vas pas aller à l'école. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un contexte de survie et elle m'a dit que c'est elle qui a choisi. Au début, elle allait à l'école et puis ensuite, elle a choisi non, je ne vais pas y aller parce que je veux travailler. Elle devait ramener de l'argent. C'était la fille aînée, c'était l'aînée. Donc voilà, il y avait une responsabilité. Il y a beaucoup de cas, il faut vraiment prendre le contexte. Mais... ma mère, même si elle ne savait ni lire ni écrire, était femme, c'était une féministe pour moi. C'est elle qui portait le foyer. Je ne sais pas si elle se décrivait comme potomitan, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on appelle les femmes haïtiennes, potomitan. Elle nous a appris voilà, à mettre forme sous, elle a dû élever 6 enfants, travailler aussi en même temps, immigrer dans un autre pays. Enfin,
En France, une femme de la classe moyenne, une femme bourgeoise n'a pas du tout les mêmes besoins. Elle va beaucoup plus parler de la question du salaire, de la question du fait qu'elle ne veut pas rester à la maison s'occuper de l'enfant, de faire le repassage ou le ménage ou à manger. Alors que, comme on le disait, il y a des femmes qui sont très bien dans ce entre guillemets ce poste, parce que c'est être mère, s'occuper du foyer, c'est un vrai travail. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes qui veulent que ce soit un travail rémunéré. D'ailleurs, elles parlent de ça. Il faut rémunérer les femmes au foyer. Donc, bien sûr, il y a des féministes. C'est compliqué de tout décortiquer là assez vite, mais je suis sûre que les femmes haïtiennes ont toujours été organisées politiquement, pas de la même manière que les féministes occidentales, puisque c'est pas la même histoire, mais en tout cas elles n'ont jamais été paresseuses ou quoi que ce soit. Et puis après, je pense qu'il faut pas trop non plus qu'on rejette la faute sur nous. Bien sûr, on a une grosse responsabilité là-dedans, parce qu'il y a des femmes qui reproduisent le patriarcat, qui se disent féministes et qui ensuite élèvent leurs garçons d'une certaine manière. Mais ensuite, ça, c'est les contraintes de la société, les pressions aussi sociétales. On ne sait pas comment ça se fait, mais ça arrive que, voilà, on va dire à notre garçon, tu te comportes comme ça, on va dire à la fille, tu te comportes comme ça. Voilà. En tout cas, la Ligue féminine d'action sociale a été créée en 1934. Mais déjà en 1926, il y avait cette section qui demandait des comptes par rapport à l'occupation américaine et sa façon de faire. Les revendications étaient celles-ci: école pour filles, donc l'école pour toutes les filles, pareil pour les garçons bien sûr, mais c'était leur revendication. Salaire égal pour un travail égal. Et égalité civile et politique, des choses que l'on retrouvait pratiquement dans toutes les sociétés. On était en 1934 et le bataille avait déjà commencé au XVIIIe siècle, où les femmes, sur tous les continents, n'avaient pas accès à l'éducation, parce que justement ce qu'on disait tout à l'heure, alors ce que je posais comme question tout à l'heure, n'est-ce pas une surprotection qui fait que la femme se retrouve enfermée et surprotégée? Je vais vous poser une question, mais je vais demander à Yoko, comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que là, tu as entendu tout ce qu'on a dit. On a l'impression que c'est en Haïti que ça se passe pas bien, que les femmes ne sont pas égales à l'homme. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Mais comment ça se passe au Japon? On croit peut-être que le Japon est un pays moderne, assez occidentalisé, etc. Mais nous avons une tradition qui dure depuis très longtemps. Et les femmes ont été toujours une décoration en fait, pendant très longtemps. On était toujours assises tranquillement, il ne faut jamais parler, il ne fallait pas parler, mais il a fallu juste exister de manière jolie, élégante, voilà. Donc après la Deuxième Guerre, on a commencé à introduire la culture occidentale, mais ça fait seulement 80 ans, donc ça dure pas très longtemps la vie. Et par exemple, les femmes, si on n'est pas marié avant 30 ans, on est quand même mal vu aujourd'hui aussi. Au Japon, par exemple, j'ai ma famille qui me demande de me marier le plus tôt possible. Alors que je veux quand même continuer ma carrière d'artiste le plus possible. Mais oui, c'est encore difficile à prendre des risques. Ouais. Bon. Donc, bon, par rapport à ce qui se passe en France et en Haïti, je sens que le Japon est un pays même en arrière, quoi. c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais. Parce qu'en France, on peut quand même être indépendante. Si on n'est pas marié à 40 ans, 50, c'est pas grave. C'est un choix et il n'y a pas positif, négatif, c'est un choix, quoi. Je pense qu'il faut que ce soit comme ça. Voilà. Carolina Kao, dans ce Congo, je confère moi malo. Carolina Kao, dans ce Congo, je confère moi malo. Dans ce Congo, m'la e Congo.
Danse Congo, mla et Congo. Carolina Kao, nèg nou tes oreilles enragées. Carolina Kao, nèg nou tes oreilles enragées. Carolina Kao, nèg nou tes oreilles enragées. Le patriarcat, c'est un rapport de force. Et comme il y a des privilèges, il y a un rapport de force, il n'y a personne qui va enlever son privilège pour nous le donner. Donc effectivement, si on est dans une situation d'attentisme ou de lutte, entre guillemets, stérile, on n'aura rien. Il faut forcément s'organiser comme un contre-pouvoir. Et malheureusement, enlever des privilèges qui peuvent constituer pour un homme, entre guillemets, qui n'a pas envie de partager, comme une menace, comme être contre lui. Donc après, c'est à nous, femmes, où qu'on soit sur cette terre, de voir comment on s'organise entre nous et pas forcément demander, s'organiser en système matrilinéaire comme on l'a toujours fait, mais encore plus amélioré. Créer des lobbies, pouvoir s'entraider pour garder nos enfants. On peut tourner entre nous pour qu'aucune d'entre nous ait à les mettre par exemple dans des structures à l'extérieur pour qui sont payantes. Et sachant que bien souvent dans les sociétés caribéennes, haïtiennes, noires, on a beaucoup quand même de mères célibataires. Oui. Et en fait, on se retrouve avec tout le poids de la maternité. Donc on fait des choix comme ça, on se dit c'est le petit garçon qui aura plus de chance, donc on va le favoriser. Mais pas parce qu'on veut favoriser le garçon forcément. Et du coup, il faudrait qu'on s'organise entre nous comme un contre-pouvoir sans être en attente de l'autre, notre alter ego masculin. Après, moi, à mon sens, on ne devrait pas attendre de notre alter ego masculin, parce justement. Que, dans le rapport de force, personne mais on a appris aux femmes, justement, à ne pas attendre. Je pense que les femmes haïtiennes, moi je parle pour les femmes haïtiennes, hein, parce que j'ai grandi dans une famille haïtienne, élevée par une femme haïtienne. On apprend aux filles à ne pas attendre, en tout cas moi on m'a appris à ne pas attendre de l'homme, parce que c'est comme ça que ma mère elle a été éduquée, c'est peut-être comme ça que sa mère a été éduquée, mais moi justement je me dis mais comment ça, non je veux quelquefois avoir à attendre quelque chose de l'homme. Je dis pas de pas attendre de l'homme. C'est pas être une victime ou être résigné, mais il y a un système qui est en place qui fait que les garçons ils vont être favorisés à l'emploi, au salaire, etc. Donc pour contrebalancer ça, il faut qu'on mise sur nos filles et sans pour autant attendre que l'homme change la loi, parce qu'ils sont majoritaires au Sénat, dans tous les trucs qui changent les lois, que ceci, il faut qu'on constitue des lobbies, il y a des femmes éduquées, comme le système que tu décrivais dans les sections, les femmes qui donnaient des cours à d'autres femmes, elles n'ont pas attendu que les bonhommes disent non, mais oui, il faut leur donner des cours. C'est ça que je veux dire. Elles sont allées chercher. Et il faudrait peut-être réinventer nos luttes à notre image, en fonction de nos propres problématiques. Peut-être qu'effectivement dans les sociétés noires, savoir le genre, le machin, c'est moins notre problématique que comment on structure notre famille, comment on arrive à tenir toute la famille ensemble, à aller bosser et être sûr que les enfants ils sont bien et ils grandissent bien et ils mangent bien. Voilà, c'est très important ce qu'elle a dit, parce qu'on a parlé de plein de choses, on a parlé de la robe de Cécile Duflot, on a parlé du genre. Franchement, dans des sociétés où tu t'inquiètes pour savoir ce que tu vas manger demain, on s'en fout de ça. Ce qui est essentiel, je sais plus, c'est une féministe russe qui disait ça, savoir quel bout de pain tu vas manger demain, c'est ça le plus important. Et donc il faut s'organiser. Mais les femmes, en tout cas les femmes haïtiennes, elles n'ont jamais attendu. Au contraire, elles sont hyper fortes. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Jaïla, ce terme qu'on dit potomitan, mettre femme sous, même ça certaines femmes haïtiennes n'en peuvent plus, parce que c'est comme si t'es hyper puissante, et non c'est pas vrai. Il faut laisser les femmes un peu tranquilles avec ce truc de potomitan. Elles ont le droit de tomber, elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit d'en avoir marre, et elles ont le droit de demander à leur compagnon aide-moi, ou elles ont le droit d'être énervées parce que leur compagnon est là et qu'il ne l'aide pas si elle ne le demande pas en fait. Aujourd'hui on le sait, l'histoire te le dit, il n'y a aucun système qui s'est effondré en disant ah on arrête là, on a trop profité les gens, on va tout redistribuer, ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Il faut aller chercher, ça n'existe pas. Il faut sortir les griffes. Elles sortent les griffes. Même si pour ça il faut jeter les hommes en pâture. En tout cas, il y en a une, Sophie, avant que tu partes. Oui, il y en a une, elle était au côté même de ces hommes-là qu'on rejette aujourd'hui pour nous amener à notre Haïti chérie qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? On la connaît, Cécile,
Ah, Cécile Fatimon. Oui. Oui. On t'a déjà raconté, toi, comment ton grand-père, né dans l'esclavage, fut marron dès son adolescence, bien avant la révolte du 22 août 1791 ? Tu sais aussi, n'est-ce pas, comment Cécile Fatiman, née esclave, à l'âge de 15 ans, prit part à la cérémonie du 14 août 1791 au Bois Caïman. C'est là que l'alliance se scella dans le sang des rites pétro et les loas de la Grande Guinée que nous sûmes nourrir envers et contre tout si longtemps promirent enfin la victoire absolue sur le du cruel des Blancs. Oui, oui, ici, à Saint-Domingue, depuis toujours, plus de 300 ans, tu comprends, il y avait cette flamme jamais éteinte, depuis toujours, garçon. Un boucan de gaillac qui réchauffait le cœur, là, dans les hauteurs du Baoruco et du Macaya souverain, 300 ans, fils. D'abord des Indiens vivant libres comme vent, ensuite des Noirs d'Afrique défiant l'enfer chrétien. Oui, oui, une petite Guinée jamais éteinte, là, au sommet de l'île. Oh, fils, tout est là. Tout est là, tu m'entends? La vieille personne n'a rien oublié, hein. Elle hume encore l'air des savanes infinies qu'elle n'a pas vraiment connues. Mais qu'importe, hein. C'est la mémoire du sang, ça. C'est le sang des origines. Et tout est là, brave. Tout est là, si on veut le trouver. Tiens, garçon. Voilà les corsaires arabes qui n'arrêtent pas de faire des razzias sur la côte. Tiens, brave, voici les villages qu'on entoure de hautes palissades construites de piquets de bambou, des piquets taillés en biseau, des piquets dont la pointe est durcie au feu. Tiens, et il faut fouiller la terre devant la palissade, il faut creuser des tranchées profondes et les garnir de piquets au bout empoisonnés. La mère enjamba l'eau avec la fille, qui tétait encore, et 2 petits noirs, aux yeux noirs, qu'on lui arracha tout de suite en arrivant ici. Personne, plus jamais ne les reverra. La petite fille, tout frêle, surviva, jusqu'à voir son noir devenir général et enfin président d'un pays tout neuf. Oui. Elle a tout vu surgir, descendre, comme quoi, fils. Demain est toujours aujourd'hui, il ne faut jamais hésiter à regarder le soleil en face. Oh, garçon, oh, le temps est la seule chose qu'on ne peut pas arrêter, tu comprends? Jamais, oh, garçon. Comment faire taire le sang? Comment ne pas se souvenir? Comment ignorer les murmures de l'intérieur? Oh, fils, t'ai-je parlé du père? L'Africaine dorée t'a-t-elle entretenu de son papa? Un blanc, oui. D'où cette chevelure qui, à l'âge de 112 ans, lui arrive encore à la taille. Un cordon de soie, un cordage d'ondes traîtresses. Aïe! Que dire de ses yeux verts d'épais feuillages et d'herbes folles? Que dire, foutre, de ce jade d'eau profonde et de citron amer? Non, Tonnet, le papa blanc ne m'a rien donné. Foute, Tonnet, il ne faut plus. Le chapitre des orphelins de la nuit est fermé à jamais ici-bas. Regarde ça. Le gobelet de l'Africaine est vide, pas une larme. La bouteille, cul sec, pas une goutte. Et le sang commence à se refroidir. Peut-on laisser se passer une chose pareille? Cavalier, une noire de ma qualité ne peut pas tolérer ce genre de trahison en plein galop. Va donc, mon brave. Derrière le lit, il y a une rangée de soldats contre le mur. C'est le premier de ces grenadiers que tu vas me passer. Voilà ma gloire. Mais il faut aider les doigts trop faibles de la vieillesse. Hein. Du pissa de tigre, il n'y a pas de doute. Tiens, tu vas rendre les honneurs pour la cavalière fatiguée. Il faut saluer les morts aux 4 coins. Il faut donner à boire à la terre qui a toujours soif. Les morts, amis et ennemis, lâches ou braves. La terre, elle, ne nous oublie jamais, elle. Garçon, oh, va, mon noir, au balcon.
Et dis-moi, cavalier, si oui ou non elle est là, cette vagabonde. Pleine lune, une grande cassavronde de 25 hommes accrochés là au sommet du morne. Bravo, brave. Aïe, Bobo! Aïe, la lune dorée. Et c'est vrai hein, que le sang de cette mulâtresse ne l'a encore jamais trompé. Je savais foutre que la vaurienne allait venir. Ago, 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 yeah! Ce soir, on va faire le tour du son. Le tour des veines profondes, le tour des eaux bavardes. Il faut la voix, il faut le son. Vite, vite fils, il faut la rivière d'onde à naviguer. Le flot, tu comprends? Va dans l'armoire chérie. Presse-toi, cavalier. Au fond, trouve donc mon tambour pétro. Un grand coursier qui remonte du temps des commencements. Un gros bacca des temps virulents. Regarde. Sa peau est encore lisse et bien tendue. Pas une seule ride. Il doit avoir soif pourtant. Sa gorge chaleureuse est toujours prête à capter les courants qui importent. Ses reins solides ont aussi la souplesse de la couleuvre pour se glisser sans heurts sous le voile des conciliabules fugaces de l'aube et du crépuscule. Et quel grand incendiaire quand il le faut. Pour lui arroser la gorge à ce voyageur impénitent, on le chavire la tête en bas. Et l'opératrice qui a les pieds dans l'eau, n'est-ce pas juste qu'elle se trempe les lèvres aussi? Et toi, cavalier, ne faut-il pas que tu te chauffes les graines pour que tu sois au diapason du gros bacca? Aïe, Bobo. Fils, c'est un cheval chaud que tu as entre les jambes maintenant. Serre-lui bien les flancs avec tes genoux. Scellé et bridé, il doit savoir qui est le chef. Tu es tambourier. C'est toi le général du son, l'amiral des voix. Tu es en charge. Seul commandant de la flotte de son. C'est toi le capitaine de l'artimon, l'artilleur de la batterie. Frappe-moi dur, grand noir, faites chauffer, foot. Oui, l'homme, drapeau levé, donne la consigne, installe le boucan ardent dans ma tête, fais éclater la poitrine de cette femme noire. Tambourier, oh, donne, donne, donne encore. Oui, plus dur, cavalier, encore le kata criminel, la cavalcade infinie, le galop inouï. Oui, il faut incendier pour nourrir, coupez tête, brûlez caille, cassez-le, ce son terrible, cloue-le, ce son infernal, fais-le gronder, ce tonnerre malveillant, dur l'homme. Je veux du son bondé, comme le surroi dans la grande voile. Ô noir ardent, ô tambourier, devant, l'étendard est levé, la bannière fleurie, claque, au vent, devant, liberté ou la mort. Et comme Sophie vient nous dire l'histoire de Cécile Fatima, il faut peut-être que toutes les femmes se lèvent comme d'un seul homme pour avancer vers l'avant et non pas demander ni attendre, mais vivre tous les droits que l'humain a sur cette terre, tout en respectant toutes les autres espèces. Désolée de vous le dire, on n'est pas seul sur Terre.